Notre voyage commence au-dessus de Palavas-les-Flots. Cette ULM va survoler l'un des paysages les plus spectaculaires de la région. Cette longue bande de sable qui sépare la mer Méditerranée d'un vaste chapelet de lagunes. La définition de la lagune, en fait, c'est une étendue d'eau peu profonde. La profondeur moyenne là, sur les Palavasiens, c'est 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près. Hein. C'est un savant mélange entre les eaux salées et les eaux douces. Loïc Linares dirige le syndicat mixte qui s'occupe de la protection de cet environnement exceptionnel. Ce matin, il effectue un vol de reconnaissance. C'est une des beautés en effet de l'observation des lagunes, c'est qu'en fonction des niveaux de profondeur, on a des palettes de couleurs totalement différentes. Alimentés à la fois par la Méditerranée et par les rivières qui se déversent des plaines, ces étangs ont mis des milliers d'années à se former. Le niveau actuel de la mer date de la fin des dernières fontes glaciaires. Il y a toute une plaine littorale là, qui s'était creusée. On a la nature, la mer qui est venue tout remplir en fait, hein, qui a apporté des sédiments. Ces sédiments sont venus du Rhône et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des comblements et que des bandes de sable comme ça se sont cumulées autour des points rocheux jusqu'à se rejoindre et fermer complètement finalement ce qui est devenu un lit d'eau, donc un cordon dunaire. Ce cordon dunaire s'étire sur une trentaine de kilomètres. À certains endroits, il se rétrécit jusqu'à devenir une étroite langue de sable de seulement quelques mètres de large. Ce milieu très fragile a été en partie acquis par le Conservatoire du littoral pour protéger cet écosystème unique en France. Là, on voit l'étang des Pierres Blanches. C'est une des zones de nidification les plus importantes de la région et de France même. Ces lagunes sont des milieux naturels très précieux pour les espèces sauvages. Plusieurs colonies de flamants roses vivent sur les étangs toute l'année. Dans le Languedoc, ils sont plusieurs milliers à profiter de ces eaux très riches. L'avion survole maintenant cet ouvrage étonnant, un canal qui traverse les étangs. Là, on voit très bien le canal qui sépare la lagune en deux, le canal du Rhône à 7, qui a été créé notamment pour transporter l'or blanc, hein, le sel, puisqu'il y avait pas mal d'activités salines, notamment au niveau des étangs palavasiens. Et donc, voilà, il y avait des grandes barges à fond plat, donc qui ne pouvaient pas aller en mer, trop instables, qui ne pouvaient pas passer non plus sur les lagunes parce que le tirant d'eau était trop important par rapport à la hauteur des lagunes. Et donc, on a créé un canal qui a permis ce transport. Aujourd'hui, il fonctionne toujours. Hein. On voit des grandes péniches là. On a des péniches qui continuent à transporter notamment, par exemple, des céréales. Hein. L'ouvrage permet de relier le Rhône au canal du Midi. Sa construction a commencé au début du XVIIIe siècle et a duré près de 100 ans. Avec cette voie de communication, le commerce en Languedoc a pris tout son essor. Récolté depuis l'Antiquité, le sel a longtemps fait la richesse de ce territoire.
Les salins de Frontignan sont les témoins de cette histoire. Leur exploitation a commencé dès le Moyen Âge pour cesser en 1968. Aujourd'hui, cet espace est protégé pour conserver intact ce paysage façonné par l'homme. Au-delà des salines, la ville de Sète apparaît au loin. Dominée par le mont Saint-Clair, elle doit sa création à sa position stratégique entre la mer et les étangs. Il faut savoir que Sète est une ville finalement assez récente puisqu'elle s'est développée à partir du moment où Louis XIV au XVIIe siècle a ordonné le lancement de grands travaux pour construire un port en eau profonde, puisqu'ici, entre la mer Méditerranée et l'étang de Thau, qu'on voit très bien derrière, c'était une grande passe qui reliait donc l'étang de Thau, la lagune de Thau, à la mer Méditerranée. Profitant des eaux profondes de la passe, les ingénieurs du roi trouvent ici le site idéal pour abriter les galères royales. Le port a favorisé l'exportation des produits du Languedoc dans toute l'Europe. Le vol s'achève ici, au-dessus du bassin de Thau. Cette petite mer intérieure, de 7500 hectares, est le plus vaste étang du Languedoc. C'est aussi l'un des plus profonds, d'où sa couleur d'un bleu intense. On a une profondeur moyenne de 5 à 6 mètres, avec des profondeurs maximales qui vont jusqu'à 30 mètres tout de même. C'est ici que l'élevage des huîtres a commencé en Méditerranée au début du XXe siècle. Elles sont élevées pendant 1 an, suspendues à ces longues tables. Aujourd'hui, l'étang fournit la production la plus importante du sud-est de la France. Ça représente une activité très importante. Il y a à peu près 600 exploitations sur l'étang de Thau, avec à peu près 2000 personnes qui vivent de cette activité et un tonnage très important de production d'huîtres chaque année. Ces exploitations représentent un atout majeur pour la région. Pour protéger la qualité de ces élevages, de vastes secteurs de l'étang sont exclusivement réservés aux producteurs d'huîtres. Nous quittons le littoral pour aller vers le nord du département de l'Hérault. Au-dessus de Montpellier se dresse l'une des régions les plus célèbres du Languedoc, le plateau du Larzac. Situé sur les premiers contreforts du Massif central, le fameux Causse du Larzac est le plus vaste de France. Depuis des millénaires, l'érosion a façonné cet immense plateau calcaire. L'eau a sculpté ces gorges spectaculaires. Un phénomène qui a donné naissance à une curiosité géologique remarquable. Le cirque de Navacelles,
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'ancien lit d'une rivière. Il y a 6000 ans, la Vis a abandonné le méandre qu'elle formait autour de ce promontoire rocheux pour creuser une route plus directe en créant cette impressionnante cascade. Au creux du cirque, les hameaux de Navacelles et du Mas-Guillou se font face. Aujourd'hui, ils renaissent grâce à des habitants qui souhaitent mettre en valeur ce patrimoine. Cette route, j'ai dû la prendre il y a une dizaine d'années. Et puis un beau jour, je me suis dit, ça a l'air sympathique, en bas, on va essayer de voir le cirque d'en bas. Bernard Lescoul fait partie des amoureux de ce village. Quand j'ai vu le paysage en descendant sur cette route, j'ai eu l'impression de découvrir un mystère, quoi. Et puis, au fur et à mesure où on descend, on voit ces espèces de falaises, ces rochers, cette végétation éparse. C'est très, très imposant. Maintenant, ça fait de nombreuses fois que je la prends. Bon, à chaque fois, j'ai la même impression de puissance quand j'arrive en haut et que je vois ce que je vois là à ma droite. J'ai toujours cette impression d'immensité, de quelque chose d'assez phénoménal, oui. Ça force le respect. Depuis un an, Bernard a réalisé son rêve, s'installer définitivement dans le cirque. Il y a très peu d'habitants en hiver, puisqu'en hiver, on est 16 à habiter sur l'ensemble du village. Par contre, il y a beaucoup de monde en été, parce que toutes ces maisons qui sont inoccupées, elles se remplissent pour les saisons d'été. Ouais. Bernard s'est vite intégré à la petite communauté. Il a appris à vivre dans cet endroit isolé où l'entraide est primordiale. Régulièrement, il fait de petites courses pour ses voisins, car la première épicerie est à 1 heure de route. On habite tellement loin de tout, on n'a pas de boutique ici. Il faut faire 50 km pour acheter du vinaigre. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut le coup d'être loin de tout quand on a un paysage comme ça sous les yeux? Merveilleux. Ouais. C'est pas fantastique? Et tu t'en lasses pas? Je m'en lasse pas. Ah, ouais. Je m'en lasserai jamais. Marie-France Vernet est l'une des pionnières de la Renaissance de Navacelles. Ça fait 40 ans que j'habite ici et cette maison était une ruine. À l'origine, c'était une ruine. Il n'y avait plus rien, plus de toit, presque peu de murs debout. Et voilà, on en a fait ça. Et je vis là et je suis bien là. C'est une superbe maison. Elle était comme ça, cette maison. Elle était pire que ça. Voilà, comme celle à côté, où il n'y a plus de toit dessus. Voilà. Une grande partie du village était en ruine. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'assainissement. Il y avait une ampoule par personne et c'était du 110. Il n'y avait rien et c'est mon mari qui a fait le nécessaire puisqu'il montait une auberge à l'époque, qui a essayé d'avoir toutes les commodités. Aujourd'hui, le charme de ce village attire de nouveaux habitants. Bernard est en train de restaurer l'une des dernières ruines de Navacelles. Des travaux qu'il réalise lui-même en respectant certaines règles, car le hameau est classé. Voilà ce qui est devenu mon tas de pierres. Il a commencé à monter, à se mettre en place. Je pends la crémaillère le 31 décembre. Il en reste à peu près la moitié des travaux au niveau des murs. Et j'ai à peu près épuisé la moitié de mon stock de pierres, donc ça devrait aller. On devrait arriver jusqu'au bout. C'est des pierres que j'ai récupérées, qui étaient issues de la maison qui s'est effondrée. Donc toutes ces pierres étaient tombées dans les caves. J'ai trié le gravat et les pierres sont réutilisées pour remonter les murs. Ce qui est formidable, c'est de ne plus voir de ruines à Navacelles, de voir toutes les maisons se restaurer. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. C'est le linteau qui va aller sur la porte de la terrasse. Là, on est dans le séjour, ce qui sera le séjour. Il n'y a aucun cloisonnement, c'est tout ouvert, avec une porte qui va donner accès sur la terrasse.
cette petite terrasse donnant toujours le même point de vue merveilleux sur la Beaumoriole et sur les falaises du cirque. Ça paraît un peu convenu de dire ça, mais c'est vrai que c'est à chaque fois le même émerveillement. Moi, quand je commence à construire mes pierres le matin, là, je regarde tout autour de moi, je remplis bien mes poumons, et puis voilà, j'ai la journée qui démarre sur des chapeaux de roue. Aujourd'hui, une cinquantaine d'habitants profitent de cet emplacement privilégié au pied de ces falaises grandioses. Une situation qui en fait une destination phare de la région. De l'autre côté du cirque, cette maison est également en restauration. C'est une ancienne magnanerie, un élevage de vers à soie. Oui, bien sûr. Ça fait un moment. Cette activité a longtemps fait la prospérité de Navacelles. Tu as vu quand j'avais mis les poutres ou pas? Non, pas du tout. Parce que là, en fait, si tu vois... D'origine allemande, Thorsten Baum l'a acheté il y a 14 ans. C'est-à-dire, toutes ces grosses poutres que tu vois là, Oui. je les ai sondées, j'ai essayé de voir jusqu'où elles étaient pourries, parce qu'il n'y avait pas de toit pendant au moins 30 ans. J'aime garder les choses dans leur jus, quoi. Très bien. Et en plus, je le fais de manière écologique, c'est-à-dire que les isolants naturels, écologiques, du chanvre, de la chaux, pas de ciment, pas de... Voilà. J'ai vu cette maison la première fois en 99. J'étais arrivé avec ma femme sur le bord du cirque. C'est des amis de Montpellier qui nous ont montré ce lieu. Et donc, j'ai regardé en bas, et là, j'ai dit, c'est là qu'il me faut une maison. J'ai dit à ma femme, là, il me faut une maison, en bas. Thorsten a aussi racheté cet ancien four à pain, qui est accolé à sa maison. Il est en train de le restaurer. Là, c'est en travaux, hein. Il te fait pas mal. C'est le four dont je t'ai parlé, hein. Il a au moins 500, peut-être 600 ou 700 ans déjà. Et tout en pierre, il est fait en pierre calcaire. Donc il a un diamètre d'1,80 m, c'est énorme. C'est un four communal, il faisait une fois par semaine peut-être, ou soit toutes les 2 semaines, du pain pour toute la partie haute, je pense, du village, le Mas de Guillou. J'essaie de faire un minimum d'impact sur la bâtisse. Je veux que quand je ne serai plus là, le jour où je ne serai plus là, on ne voit pas que je suis intervenu. Et l'idée, le rêve, ce serait de le refaire fonctionner un jour, avec tous les habitants du village, de faire une fiesta four à pain avec du pain qu'on fait, ce serait génial. La vie au hameau de Navacelles est rythmée par la vis. À quelques mètres du pont médiéval, la cascade de près de 10 mètres ajoute à la réputation du site. Elle s'est formée quand la vis a recoupé son méandre. Il faut remonter 2 km plus en amont, en suivant ces gorges impressionnantes, pour trouver sa source. Le canyon que la rivière a creusé dans le plateau calcaire atteint parfois 2 km de large. On ne peut se rendre au cœur de ce vallon très profond qu'à pied. Denis Caudron et Yannick Guggenheim se battent pour protéger ce cours d'eau singulier. Allez, on y est là. Site magnifique, unique. Vraiment magnifique. La rivière jaillit de ce creux au pied de la falaise. On appelle cela une résurgence. L'eau ressort ici après un parcours souterrain d'au moins 15 km. Donc la source est en amont, mais la rivière s'infiltre dans le substrat. Toutes les eaux de pluie vont s'y infiltrer également, et tout ressort à cet endroit précis qui s'appelle le moulin de la Fouille. L'eau est filtrée à travers le cos, les micro-fissures, et filtrée aussi
grâce aux racines des végétaux qui sont dans ces micro-fissures, toutes ces mousses qui purifient l'eau. Et là, vous pouvez la boire, elle est potable à la source. C'est exceptionnel. Véritablement exceptionnel. Au XVIIe siècle, le moulin de la Fouxe a été construit pour exploiter la puissance de la rivière. Denis et Yannick font partie d'une association qui protège les dernières rivières sauvages de France en leur attribuant un label. Un coup d'eau fraîche. Ah, excellente, excellente. Alors, je l'ai découverte il y a 3 ans et j'étais subjugué tout de suite par... J'en avais entendu parler, comme une rivière assez exceptionnelle, pure, de qualité, mais je ne m'attendais pas à voir voilà, une telle eau de qualité, une telle biodiversité préservée dans ces canyons assez profonds, sur des kilomètres et des kilomètres. C'est une chance et c'est pour ça qu'il faut aussi essayer de préserver ces secteurs qui sont difficiles d'accès, éviter de trop ouvrir peut-être des chemins et faire venir trop de monde dans ces endroits qui pourraient être dénaturés par une pression trop forte. Il faut faire attention. Les deux hommes poursuivent leur observation le long des gorges. La Vis suit son cours au creux de son canyon sur une dizaine de kilomètres. Petit à petit, les gorges s'élargissent et la rivière change de visage. On a la sortie des gorges. La rivière est différente, elle a un profil un peu plus calme, avec toujours le même débit en cette période estivale. La végétation qu'on va trouver sur la berge va porter une ombre sur le cours d'eau. Et cette ombre va conserver la fraîcheur des eaux. Il faut savoir que plus une eau est fraîche, ça c'est un phénomène physique, plus elle est oxygénée. Donc ça va conserver une très bonne qualité physico-chimique des eaux grâce à cette oxygénation venant tout simplement de la végétation au niveau de ce cours d'eau. Denis et Yannick surveillent particulièrement ces roches qui émergent au milieu du cours d'eau. Ce sont des tufs, un mélange de végétaux et de minéraux qui met des centaines de milliers d'années à se constituer. Donc, vous avez ici un échantillon de ce qui est là sous la végétation. Cette roche assez friable, là, vous pouvez le voir, très fragile. Toute la richesse de la Vis, la biodiversité est contenue dans cette formation. C'est un peu des mini-stations d'épuration qu'on va retrouver dans toutes les gorges et qui vont accompagner le cours d'eau et puis l'épurer. C'est ça. Les formations de tufs participent à l'auto-épuration naturelle. À l'auto-épuration naturelle. Voilà. Nous retrouvons Yannick le lendemain. Il est photographe subaquatique et depuis 2 ans, il explore la Vis pour offrir une vision inédite de cette rivière. Sous l'eau, un autre monde se révèle. Les racines immergées des arbres sont vraiment d'un rose profond, parfois fluorescent, et ça donne une ambiance extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de magnifique, ces racines-là. Ces racines sont intéressantes aussi parce qu'elles permettent aux truites, par exemple, de se cacher
à l'intérieur. Et c'est également des zones d'alimentation pour une bonne partie de la biodiversité aquatique. Les petits invertébrés vont se nourrir un petit peu dans les feuilles qu'on trouve dans les enchevêtrements de racines. L'exploration de Yannick continue à quelques kilomètres de là. La Vis poursuit son cours pour se jeter dans l'Hérault. Mais avant, elle traverse de nombreux villages, comme Saint-Laurent-le-Minier. Là encore, la rivière forme dans le calcaire un site naturel remarquable. Espèce d'escalier de calcaire, hein. En fait, c'est les strates qui ont été mises à nu, tout simplement par l'érosion du cours d'eau. Ça fait des ambiances assez remarquables, surtout de dessus, bien sûr, puisque visuellement c'est sympa, mais quand on est sous l'eau, vraiment en ambiance, c'est magnifique aussi. Ça donne un décor un petit peu de canyon, où on est pris dans ces dalles et on se balade à travers. Et c'est vraiment, vraiment original, hein. On n'est pas sur une rivière classique, on est plutôt sur des gros blocs, avec des graviers, des choses comme ça. Et là, vraiment, on a un paysage assez sublime qu'on retrouve très peu ailleurs. Au cours de sa plongée, Yannick croise plusieurs espèces de poissons, dont la fameuse truite fario, le poisson typique des cours d'eau de qualité. Plus loin, c'est un spécimen plus difficile à observer qui apparaît entre les dalles. On va trouver de particulier dans la Vis aussi le barbeau méridional. Le barbeau méridional ne se trouve que dans certaines rivières dans le sud de la France. C'est une espèce qui est de toute façon, de par sa distribution, relativement rare. Et on a la chance d'en avoir sur la Vis, quoi. La Vis devrait bientôt obtenir le fameux label Rivière sauvage, créé par Denis Caudron. Elle sera alors la première de la région Méditerranée à mériter cette distinction. Nous remontons la vallée en direction des hauteurs du Causse du Larzac. Ces paysages grandioses ont été modelés par une longue tradition pastorale. Depuis le Moyen Âge, les troupeaux parcourent ce territoire. Très touché au début du XXe siècle par l'exode rural, le Larzac est aujourd'hui en pleine renaissance. De jeunes éleveurs reviennent exploiter ces terres. Parmi eux, Nicolas Brahic. Il a choisi ce vaste plateau pour élever des cochonnets du Larzac. Hey, venez! Venez manger, filles! Hey, venez! Viens, mon gros, viens. Alors là, c'est Marcel, c'est la star. On va essayer d'aller faire une petite caresse à Marcel. Salut, mon gros. Salut. C'est moi. Oui, c'est moi. C'est bien, ça. Alors, Marcel, c'est moi qui l'ai mis au monde. Donc, normalement, il est assez proche, mais vu que c'est un mâle dominant, il y a toujours un petit peu de compétition. Mais on est copains quand même, hein, mon gros. Oh, oui, c'est moi, tu me connais. Marcel a entre 9 et 7 compagnes et il y a des petits aussi de Marcel. Et du coup, Marcel s'occupe des petits. La nuit, il dort devant l'entrée de la cabane pour empêcher les renards et les attaques. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est des amours quand vous êtes comme ça en élevage. Venez là, ici, venez. Nicolas Brahic élève un troupeau de 80 bêtes. C'est moi. Pour créer son exploitation en agriculture biologique, il a repris les méthodes traditionnelles. Il a donné à ses bêtes de l'espace pour privilégier la qualité.
Viens me voir, viens. C'est bien ça, mon gros, viens. Tous les matins, il fait le tour de son élevage. 80 hectares où ces animaux s'ébattent en toute liberté. Nicolas produit ainsi une viande d'exception. Les cochons, en fait, ont accès à la plaine et à la forêt. Et l'idée, c'est qu'ils puissent, dans l'ensemble de la journée, trouver l'ensemble des éléments qu'ils ont besoin, donc c'est-à-dire racines, vers de terre. Et dans la forêt, particulièrement, ils cherchent les glands et les larves. Alors un cochon, ça a beaucoup de récepteurs olfactifs, beaucoup plus qu'un chien. Et ici, vous voyez, des glands fraîchement tombés de l'arbre qui permettent à ces beaux petits cochons de se régaler. En tant qu'éleveur, ce que je souhaite, c'est vraiment un animal qui a été élevé dans les conditions les plus naturelles possibles. J'arriverai pas, moi, à manger une viande qui n'est pas élevée dans ces conditions-là. Voilà, mon plaisir, c'est de voir courir les petits cochons partout. Ça, c'est vraiment, tous les matins, c'est une joie. C'est vraiment, on a l'impression de pouvoir offrir les plus belles conditions de vie qui soient. Quand Nicolas a racheté ces terres, elles étaient abandonnées depuis longtemps. Peu à peu, ces buis ont envahi les pâturages et Nicolas doit lutter contre leur progression. On peut s'apercevoir que c'est vraiment un végétal qui ne permet pas aux animaux, aux hommes de passer. Hein. On est vraiment dans un embroussaillement très serré. Les tiges du buis sont vraiment très denses et très serrées. Même les sangliers ont du mal à pénétrer là-dedans. Et c'est un vrai problème au niveau pastoralisme. On va faire un essai tout bête. On va essayer de casser cette branche de buis. Et en fait, c'est extrêmement solide. Je vais y arriver parce que... Vous voyez ? Ça fait partie des bois les plus denses d'Europe. Donc on y arrive avec le sécateur, mais dans les cailloux, dans les ronces, avec vraiment des endroits comme ça inaccessibles à 4 pattes à la main, dans toute une vie, j'arriverai pas à faire 2-3 hectares. Là, regarde. Ici, magnifique. Petit lézard vert du Larzac. Très belle bête. Là, on est vraiment dans un biotope préservé. Il faut aussi respecter cet écosystème. Mais on s'est aperçu qu'avec un embroussaillement trop important, on le perdait. Pour gagner cette bataille contre le buis, Nicolas a mis au point une arme originale. Il a fabriqué cette débroussailleuse unique au monde. En à peine une heure, il fauche 100 mètres carrés de buis. Grâce à son invention, il a même trouvé un nouveau débouché. Les copeaux de buis sont un excellent fertilisant. Depuis 2 ans, il les distribue dans toute la France. Donc ici, vous pouvez observer un buis qui vient d'être coupé par cette machine. On est vraiment au ras du sol. On n'a pas de risque de blesser les hommes, les animaux, tout ce qui peut passer. Et puis ici, toute cette zone va être recouverte d'une jolie prairie. Et les cochons et les brebis pourront à nouveau repâturer. Donc on rentre vraiment dans un cycle où on appelle ça une boucle vertueuse. On a toujours de la vie. Cette nouvelle activité apporte aussi un bénéfice pour ces cochons. Avec les copeaux de buis, Nicolas fait des litières pour ses animaux nouveau-nés. Une méthode ancestrale qu'il a découverte un peu par hasard. Et voilà, et après, elles vont se l'étaler. On peut un peu aider. Au tout début, j'utilisais de la litière de paille et j'ai remarqué que les petits cochons avaient des diarrhées. Et au village, un ancien m'a dit qu'ils utilisaient la litière de buis. Donc ils coupaient le buis sur un souk, faire des petits morceaux, et puis ils le mettaient aux animaux. Et alors là, j'ai décidé de faire ça, et j'ai tout de suite observé une nette amélioration. Les animaux allaient beaucoup mieux, et en plus, l'hiver, ça chauffe, et ça absorbe bien l'humidité, et plus de maladies. Donc voilà, le buis était revenu pour sauver mes petits cochons. Lui, c'est Bruno. C'est Bruno. Il y a Guy. Guy Savoie, c'est le plus jeune. Dans le troupeau de Nicolas,
on trouve les plus grandes célébrités de la gastronomie française, comme Pierre Gagnère ou Alain Ducasse. Ce sont les prénoms qu'il a donnés à ses verras en l'honneur des 50 chefs étoilés qui lui achètent ses cochonnets. Ce matin, il reçoit Jacques Marcon. Son établissement 3 étoiles est situé en Haute-Loire. Il a fait 300 km pour rencontrer le cochon qui porte son nom. Il est où, Jacques, là? Alors, Jacques, tu vois, c'est le beau verra, là, tacheté que tu as. Alors, il va grossir encore, hein. Il n'est pas au maximum. Faut qu'il garde la ligne quand même, hein? Ouais. C'est trop quand même. C'est ça. Ah. C'est la première fois que je le rencontre. Je l'avais vu en photo petit. En photo, voilà. Et c'est vrai que je n'ai pas l'occasion de venir trop souvent non plus, donc c'est plaisir de le voir et c'est très sympathique. Allez, Jacques, viens, gros. Viens. Moi, j'aime bien connaître mes producteurs. Le fait de venir ici, on comprend d'où vient la qualité de la viande, parce qu'un élevage comme ceci, ça peut être que bon. Donc voilà, c'est en connaissant un petit peu l'origine des produits qu'on arrive à mieux les travailler. Et qu'on essaye de dépasser le cap où on est juste à acheter un porcelet de qualité ou un bœuf de qualité, mais connaître la personne qui le fait. Et en plus, que vous mettez des sentiments dans l'assiette après, parce que vous connaissez la façon dont il travaille. Moi, je sais qu'il fait des kilomètres par jour pour voir tous ces cochons, donc voilà, c'est encore plus émouvant. Pour remercier Nicolas, le chef a choisi de lui faire un cadeau. Allez. On est parti. Préparé dans la propre cuisine de l'éleveur, un de ses meilleurs plats. On va colorer d'abord. L'élément principal pour le plat, c'est mon foin. Du foin de Saint-Bonnet, donc c'est un foin qui est plein de cistre, d'aquilée, d'oseille, de fleurs, tout simplement. Il y a l'odeur, qu'est-ce que tu as vu là? On sent beaucoup le fenouil, le goût un peu fenouillé. Ça, c'est un foin qu'on fauche à peu près mi-juillet. Et en fait, le foin qui a le temps de sécher naturellement n'est pas vert. Il y a ce goût un peu miel, un peu confit, finalement. C'est ça qui est très agréable. Je le mets côté couenne, hein. Côté couenne, voilà. Aujourd'hui, Jacques a décidé d'innover. Il va détourner l'une de ses recettes les plus célèbres. D'habitude, c'est avec de l'agneau, mais cette fois-ci, ce sera avec un gigot de cochon. J'ai jamais fait encore, donc c'est vraiment... J'aime bien tester des recettes comme ça, mais je pense que le résultat devrait être bon, à mon avis. On va bien se régaler. Finalement, on se rend compte que parfois, même souvent, les recettes les plus simples sont les meilleures. Il suffit d'avoir 2 bons produits qui se rencontrent. Vous mettez une pâte à pain et ça suffit pour faire un beau plat, donc voilà. Là, c'est impeccable. Là, tu te débrouilles comme un chef. On va mettre le foin, donc tout simplement. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Côté présentation dessous, hein, on a le foin, on a notre cochonnet, la pâte à pain, et on va simplement refermer. Un petit peu de farine par-dessus. Voilà. Voilà, c'est parti pour 1 heure. Sors-moi ça là. Waouh, magnifique. Ça fait saliver, hein. On va faire goûter un petit morceau. Oh, merci. Voilà. Ça a le goût du foin, hein, c'est tendre. oui. Hein. Exceptionnel. Il faut goûter surtout. La pâte. C'est la pâte derrière. Goûte-moi ça. Merci. Voilà. Sans c'est chaud, hein. Le craquant de la croûte. J'ai amené une spécialité de la maison, c'est la purée de pommes de terre au cèpe. Waouh. Voilà. On va se régaler. Donc ça, c'est juste du jus de cèpe réduit. Et on monte la purée avec, hein, tout simplement. Voilà. Merci, On y Jacques. va? En suivant le cours de l'Hérault, nous descendons dans la plaine du Biterrois, à l'ouest du département, autour de la ville de Béziers.
Ici, les vignes s'étendent à perte de vue. Le vignoble du Languedoc est le plus vaste de France. Au cœur de ces paysages se dresse un patrimoine architectural typique, les châteaux pinardiers. Construit à la fin du XIXe siècle, le château de Lebrette est un fleuron d'un style très en vogue à l'époque, l'éclectisme. Aujourd'hui, ce patrimoine est en train d'être redécouvert. Un inventaire a été initié pour mieux connaître ces témoins des grandes heures du vignoble languedocien. C'est au tour du château de Sériège de recevoir la visite de Natacha Abria. Elle a rendez-vous avec le propriétaire des lieux qui est en train de le restaurer. Là, on voit bien ce château d'inspiration italienne. Avec sa façade très décorée, Sériège est représentatif du mélange des styles dont on raffole à l'époque. Il y a plein de petits éléments qu'on a puisés dans la Renaissance italienne et française. Donc italienne surtout pour la structure, française, je pense à l'avant-corps central. Mais ici, on ne respecte pas les règles classiques parce qu'on est dans l'éclectisme. À la place des colonnes classiques, l'architecte choisit ainsi d'orner l'entrée avec des pilastres et des chapiteaux corinthiens. Les architectes de la seconde moitié du XIXe siècle prenaient les modèles un peu partout. Et donc, ils se sont probablement inspirés de châteaux anglais. Donc, on s'inspirait des manoirs Tudor, des manoirs élisabéthains. Mais bien sûr, là, on les a italianisés. Les décors très floraux, qui rappellent l'Italie de Michel-Ange, s'opposent aux tours carrées des manoirs anglais. Le haut de la tour est un château d'eau. Ça a été imaginé apparemment dès le départ, de manière à avoir de l'eau dans tous les étages. Et ce château d'eau fonctionne encore. Il est encore utilisé sur la propriété par l'ensemble des bâtiments de la propriété. Et donc il permet effectivement d'avoir de la pression d'eau un peu partout. Comme tous les châteaux de cette époque, Sériège est un édifice de prestige. Une manière d'afficher sa fortune réalisée grâce au vin. On dit qu'un château tel que celui-là pouvait être construit avec le bénéfice d'une récolte. Donc on peut imaginer derrière les fortunes colossales que ça a engendré, que le vin a engendré. Et donc il fallait le montrer. Et comme il y en a eu plusieurs dans la région, chaque famille essayait d'avoir le château le plus beau de la région, en tout cas celui qui faisait parler le plus. À la fin du XIXe siècle, la région de Béziers était surnommée le pays du vin et de l'or. Alors que le phylloxéra décime tous les vignobles de France, les vignes du Biterrois sont les premières à bénéficier de la grève de plants américains, ce qui les a sauvées. Le Languedoc devient alors l'une des premières régions productrices de vin en France. Grâce au canal du Midi, ces vins sont exportés dans tout le pays. À quelques kilomètres, un autre château se dresse au milieu d'un vaste domaine. Celui des Fayet, une des familles les plus emblématiques de cet apogée. À l'époque, ils transforment l'ancienne propriété et font construire ce château de style éclectique qui leur appartient toujours. Natacha Abria poursuit ici son inventaire. Là, on voit vraiment que l'architecte a rhabillé le bâtiment languedocien traditionnel du XVIIe siècle. Et là, vraiment habillé avec cette architecture ostentatoire et qui reprend aussi des éléments de l'architecture féodale. La tourelle d'angle, ces tourelles qui sont coiffées de toits coniques. Et puis, en même temps, on a des éléments qui sont caractéristiques du XIXe siècle avec le belvédère. Parce qu'on
on aime avoir une belle vue sur le parc, le jardin, qui sert d'écrin à ce château. Quand la famille Fayet rachète le domaine au début du 19e siècle, le bâtiment est une demeure bourgeoise typique du Languedoc. Une maison aux grandes fenêtres, avec de simples toits en tuiles. Le style se caractérise par sa modestie. En 1890, les nouveaux propriétaires rasent le hameau qui l'entoure et font appel à un architecte qui utilise tous les éléments décoratifs de l'époque pour transformer la demeure en un château élégant, au service de la puissance de la famille Fayet. On retrouve bien la structure du château ancien du XVIIe siècle, mais complètement méconnaissable aujourd'hui. Il a d'ailleurs, cette partie-là, la partie que vous avez sous les yeux, a été surélevée. Tout a été surélevé d'un étage, en fait. Voilà. Et puis il ajoute ces toits très pentus, caractéristiques de ces châteaux viticoles, parce qu'il faut les voir de loin. Bien, allez-y. Aujourd'hui, le château est toujours une habitation privée. Le propriétaire nous guide dans le hall d'entrée, la merveille du château, où le fondateur de la dynastie, Gabriel Fayet, a pris soin d'apposer partout son monogramme. Le hall, avec l'escalier d'honneur, c'est quand même la pièce principale du château. On vise là l'émerveillement du visiteur, avec cette montée d'escalier là et un décor assez époustouflant donc, et très soigné. Le but, c'était vraiment d'impressionner le visiteur dès qu'il entrait dans le château. Les escaliers sont en bois, avec des balustres en bois ciré, naturel, sculptés avec des détails. En fait, on reprend un petit peu là la tradition des intérieurs anglais. Et puis ce qu'il faut remarquer aussi, c'est ce petit balcon au centre qui est aussi... là, on est aussi encore dans la représentation. L'autre particularité du lieu, ce sont ces immenses bâtiments à 2 pas du château. Construits en 1900, ils abritent les chais du domaine. Prévus pour faire face aux énormes rendements, ils sont alors les plus grands de la région, mais leur décoration reste soignée. Ce sont des éléments décoratifs assez amusants qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et je ne sais pas si, du coup, il y a une explication. Je ne crois pas qu'il y ait d'explication, si ce n'est de rappeler ce qui se fait dans ce bâtiment. La tradition familiale, où la légende dit que nos ancêtres y auraient caché des lingots d'or. Mais quelques petits-enfants se sont amusés à monter en haut, ce qui était un petit peu dangereux. C'est dans ce bâtiment que l'on trouve la pièce maîtresse. Cet ensemble de cuves où se fabrique le vin. Nous sommes vraiment au cœur de ce qu'on a appelé cette cathédrale du vin, avec une vingtaine de mètres sous voûte, une immense capacité de stockage de près de 30 000 hectolitres dans des foudres qui étaient d'énormes barriques latérales. Et surtout, la grande innovation de Gustave a été de généraliser la construction de cuves en béton recouvertes de verre, donc qui permettaient la meilleure conservation du vin pendant la fermentation ou pendant le stockage. Les Fayet ont été les premiers à édifier des bâtiments aussi immenses pour abriter leurs cuves. Ils ont servi de modèle pour la plupart des domaines languedociens. Au milieu des plaines viticoles, nous suivons le canal du Midi.
Construit au XVIIe siècle, il forme un long ruban d'eau douce qui traverse la région. Cet ouvrage impressionnant, qui relie la Méditerranée à Toulouse, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il traverse Béziers en franchissant l'Orbe grâce à un pont-canal. Plus loin, il borde une autre cité historique du Languedoc, Capestan. C'est ici que des historiens ont fait une découverte inédite en 2008. Un jour, on a découvert à Capestan un plafond peint du XVe siècle auquel on ne comprenait pas grand-chose. On m'a dit, mais vous êtes médiéviste, alors vous allez pouvoir commenter, expliquer ce plafond. Là, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas du tout. Et que donc, il y avait un vrai travail pionnier à faire, parce que ces plafonds étaient peu connus et que tout d'un coup, ils jetaient aux yeux des médiévistes des centaines d'images qui ne ressemblaient à aucune autre ou presque. Et c'est comme ça que tout a commencé. Au Moyen Âge, Capestan était une ville très prospère. La collégiale Saint-Étienne domine la cité depuis le XIIIe siècle. Juste à côté, c'est dans le château des Archevêques que se trouve ce trésor de l'art languedocien. Un immense plafond qui surplombe la salle d'apparat, très richement décoré. Ce qui a surpris les historiens, ce sont les peintures qui décorent les planchettes entre les poutres. Les scénettes sont surprenantes. Une imagerie profane, parfois caricaturale. Je crois que c'est tout à fait fondamental. Dans ce plafond, il y a toute une part d'humour très, très présente. Il y a ces personnages tout à fait rigolos, ce qu'on appelle le souffle-à-cul. Il a un joli P rouge qui sort du derrière. Et puis, à côté de lui, eh bien, il y a un personnage qui joue de la trompette. Et la trompette, c'est le bruit qu'on fait avec sa bouche. Il y a les caricatures du moine qui a des grandes oreilles et des grosses lèvres parce que il a des oreilles qui traînent partout et il dit du mal de tout le monde. Il y a un âne qui lit de la musique comme un chanoine. Donc il y a tout cet humour, y compris à l'égard du reste du clergé. Et la surprise, peut-être, c'est qu'il y a très peu de thèmes religieux. L'autre curiosité de ce plafond, ce sont ces nombreuses scènes évoquant le mariage. Il y a surtout 4 couples qui symbolisent les âges de la vie et comment le couple vit son existence de couple, avec au départ, donc ils sont jeunes, la femme n'a rien sur les cheveux, et puis elle vieillit un peu, et on les voit à l'âge, ils viennent probablement de se marier, et puis on les voit un peu plus tard, et puis à la fin, on les voit, ils sont complètement décrépits. Lui a des cheveux longs, filasses, grisâtres. Elle tient un peu mieux la route, mais c'est quand même l'idée que le couple a vécu ensemble. Et ça, c'est chez l'archevêque de Narbonne. On est en train de découvrir tout un ensemble d'images dont on n'a pas idée, qui ressemblent un tout petit peu aux marges des manuscrits. Il y a une inspiration commune, mais on est devant un travail à découvrir complètement. Et c'est ça qui est stupéfiant et qui est exaltant. Alors, depuis 5 ans, Monique s'est lancée dans une quête pour sauver ce patrimoine oublié. Elle sillonne toute la région pour recenser les plafonds peints. Sa dernière découverte se trouve au milieu des montagnes des Corbières, dans la cité médiévale de la Grasse.
Son abbaye bénédictine, fondée au 8e siècle, a longtemps fait sa réputation. Au Moyen Âge, les marchands de la ville s'enrichissent grâce au commerce du drap. Ils commandent eux aussi des plafonds peints devenus très à la mode. Celui-ci est l'un des mieux conservés de la ville. Il n'a pas encore été restauré, mais il laisse apparaître des images très différentes de celles du château de Capestan. Quand on entrait dans la pièce, on commençait par voir les armes du roi de France, suivi du portrait du roi, qui est le futur François Ier, et puis le roi qui l'a précédé, 2 caissons plus loin, et en face, leurs épouses. On est donc dans un environnement des très, très grands personnages du siècle. Ces plafonds nous renvoient donc à 2 phénomènes. D'une part, tout d'un coup, l'arrivée de l'image profane dans la maison. C'est la première fois que l'image entre dans les maisons. Dieu sait que c'est une rupture dans notre histoire. Et ensuite, donc, c'est tout cet imaginaire qui est porté par les médailles, les monnaies, et qu'on reproduit au plafond. Grâce à ce travail, une quarantaine de plafonds peints ont été répertoriés dans la région. En redescendant des Corbières, nous longeons de nouveau l'étang de Thau. Plus loin, l'abbaye de Valmagne apparaît entre les vignes. Fondée au XIIe siècle, c'était l'un des monastères cisterciens les plus riches du sud de la France durant le Moyen Âge. Aujourd'hui, c'est un domaine viticole reconnu. À une dizaine de kilomètres se trouve l'un des joyaux architecturaux du Languedoc, la ville de Pézenas. Elle fut l'une des grandes cités marchandes du Languedoc à partir du Moyen Âge. Son centre historique est l'un des premiers secteurs sauvegardés de France. Denis Nepipvoda est un ardent défenseur de ce patrimoine. Il nous emmène au cœur de la ville, sur la place du marché. C'est vraiment la place centrale de la ville médiévale. Alors à l'origine, un tout petit bourg au sommet de la colline, avec un château, quelques maisons, et ensuite une ville qui se développe au sud, vers la commanderie des Templiers, et au cœur de cet ensemble, la maison commune, car depuis le XIIIe siècle se trouve ici l'hôtel de ville de Pézenas. La ville bénéficie alors d'un statut particulier. Achetée par Saint-Louis, elle devient une ville royale. Ici, on arrive dans la rue de la Foire, puisqu'il faut savoir que Pézenas tire sa fortune au Moyen-Âge de ses foires. Donc 3 foires annuelles qui ont été octroyées par Saint-Louis et ses successeurs. Et ce sont ces foires qui feront la fortune de la ville durant tout le Moyen-Âge et jusqu'au XVe siècle, puisque Jacques Coeur s'intéressera même aux foires de Pézenas. Il faut imaginer que tous les rez-de-chaussée, alors aujourd'hui elles sont bouchées, mais tous les rez-de-chaussée étaient dotés d'arcades qui formaient les boutiques que l'on louait aux marchands italiens, espagnols, catalans qui venaient participer aux foires de Pézenas. Ces maisons abritent des trésors qui font l'originalité de la ville. Alors on se trouve ici dans l'hôtel des Carillons de Nizas. Et vous avez ici la demeure typique d'un marchand avec des boutiques qui s'ouvrent sur la rue, qui sont louées aux Italiens, aux Catalans, aux gens qui viennent du Nord pendant les foires. Et puis le logis qui se développe autour de cette cour avec le grand degré qui permet d'accéder aux galeries de distribution et la tourelle qui permet de passer de l'étage noble à l'étage privatif qui est situé en général au 2e étage. La galerie du 1er étage desservait une aula, la salle d'apparat où le propriétaire accueillait ses clients les plus prestigieux. On pouvait accéder alors aux parties privatives de la maison en empruntant ce curieux escalier à vis qui est placé donc au sommet de l'escalier droit et dans une tourelle ornée en haut de mâchicoulis. Alors ils n'ont rien de défensif, ils sont là simplement pour affirmer le statut social du marchand qui résidait dans cette demeure.
Au XVIIe siècle, un événement change de nouveau le destin de Pézenas. Elle accueille alors les États généraux du Languedoc, l'Assemblée de seigneurs chargée de voter l'impôt au roi. Ces personnalités embellissent la cité médiévale et s'installent à l'extérieur des remparts, où ils construisent de magnifiques hôtels particuliers de style Renaissance. La maison Alphonse est la plus célèbre de la ville. Alors c'est un hôtel particulier, oui, des faubourgs construits entre cours et jardin, avec une première cour ici, et puis à l'arrière un très très grand jardin. Voilà, on se trouve dans le jardin de l'hôtel, jardin qui au XVIIe siècle était totalement différent de ce que l'on peut voir actuellement, puisqu'il y avait des parterres de buis, il y avait des jasmins, il y avait une multitude d'orangers, de citronniers qui étaient placés le long des parterres. Et pour profiter de la vue sur ce jardin, on a ici les magnifiques loggias, et certainement l'une des plus singulières façades de la ville, avec ces galeries qui permettaient depuis les appartements d'apprécier le jardin qui se trouvait en contrebas. Au premier étage, un passage permettait d'aller des pièces de réception aux appartements privés. Cinq colonnes impressionnantes soutiennent sa toiture. Ces colonnes sont monolithes, taillées dans un seul bloc de pierre avec leurs chapiteaux, et elles sont dites salomoniques, torsadées, très rarement utilisées en architecture. On les utilise dans le décor des églises pour les rétables baroques, mais rarement en pierre, et surtout de cette taille-là. Cette maison aurait servi de décor à Molière pour jouer l'une de ses premières pièces de théâtre. Invité par le gouverneur du Languedoc, le prince de Conti, pour distraire sa cour, le comédien entame ici une période de prospérité. À quelques rues de là, ce splendide hôtel particulier, dont la façade a été remodelée au XVIIIe siècle, recèle un intérieur majestueux. Alors l'escalier, il est vraiment très très grand, et c'est vraiment l'un des plus importants que l'on ait construit à Pézenas. Alors on a de très nombreux escaliers de ce type, à 4 murs noyaux, que les textes du XVIIe siècle appellent des escaliers en lanterne, mais celui-ci vraiment a des proportions très très importantes, et il occupe à peu près un tiers de la surface habitable de la maison. C'est l'un des plus prestigieux témoignages de l'âge d'or de Pézenas. Tango Bravo, ligne 32, je décolle 32. Quelques jours plus tard, nous sommes sur l'aérodrome de Candiargues, à côté de Montpellier. À bord de cet avion, Benoît de Villers. Ce géographe s'envole vers les sites remarquables du Languedoc sur lesquels il travaille. Donc on commence à voir le Salagou, avec des collines au milieu du Salagou. Le lac du Salagou et ses collines rouges vifs constituent l'un des paysages les plus étonnants de la région. Ces roches si particulières s'appellent des rufes. Ces terres rouges, ce sont des argiles, donc déposées par les fleuves il y a 300 millions d'années. Elles sont relativement riches en fer, ce qui donne cette couleur. Ce sont des sédiments d'un lac qui s'est constitué durant une période où le climat était tropical, avec une végétation tropicale. On a d'ailleurs trouvé des empreintes de pas de reptiles, et ces reptiles venaient sur les bords de ce lac. Mais ce n'est pas le lac du Salagou actuel, ce lac-là était beaucoup plus grand.
Long de 7 km, le lac du Salagou est une création de l'homme. Il a été aménagé dans les années 60 pour irriguer toute la plaine de l'Hérault. Le site est idéal. Les rufes sont des roches imperméables, parfaites pour accueillir un lac artificiel. Le barrage a été achevé en 1969, noyant entièrement la vallée. Juste après la construction du barrage, un gros épisode cévenol, des gros orages ont rempli la moitié de la retenue d'eau en 3 jours. Alors, certains villages ont été engloutis, comme le village de la Pradine, et certains villages devaient être engloutis, comme le village de Celle, que l'on voit ici. Et en fait, comme le débit du Salagou n'est pas assez important, le village a été préservé, contrairement au plan des ingénieurs dans les années 60. Abandonnées par leurs propriétaires, les maisons ont été pillées dans les années 70. Aujourd'hui, le village renaît peu à peu, grâce à la volonté de ses anciens habitants qui n'ont jamais voulu le laisser disparaître. Mettant le cap au sud, l'avion survole un autre paysage étonnant. Au cœur d'un immense amphithéâtre, se dresse une spectaculaire forêt de pierres. L'érosion a sculpté ces colonnes qui partent à l'assaut du ciel. Le cirque de Mourez, c'est un paysage dit dolomitique. En fait, il faut s'imaginer que le calcaire se dissout, comme une motte de beurre va fondre sous l'eau chaude. Mais par contre, dans ce calcaire, il y a une roche qu'on appelle de la dolomie, qui elle est insoluble. Donc elles vont rester dans le paysage. C'est ce qui forme ces colonnes caractéristiques, avec un paysage très découpé. Sur quelques dizaines de mètres, on peut avoir différentes colonnes, une grande barre qui fait 20 mètres de haut. Elles ont toutes des noms parce que les gens ils voient des bâtiments, des figures de bâtiments, ils voient des visages, ils voient des personnages célèbres. Il y a peu de sites comme ça en France. Mais Mourez est l'un des plus connus et des plus beaux. Au creux du cirque se niche le village de Mourez. Érigée sur l'un des pics rocheux qui surplombent la cité, l'église Sainte-Marie date du XIIIe siècle. Au Moyen Âge, elle faisait partie du système de défense du site. Alors c'est un endroit qui est habité depuis plus de 5000 ans. Et à l'époque, les gens avaient profité de ce paysage particulier, de ces formes très encaissées, pour pouvoir faire un site défensif au néolithique. L'avion met maintenant le cap vers le nord-est. On est sur la plaine de l'Hérault dans lequel le fleuve méandre librement. Et on voit le pont du Diable qui a été construit autour de l'an 1000. Ce pont médiéval marque l'entrée dans les gorges de l'Hérault. Sur plusieurs dizaines de kilomètres, la rivière serpente au milieu d'impressionnantes falaises. Ces gorges sont très spectaculaires, elles sont encaissées donc dans les calcaires qui proviennent d'une mer qui s'étendait ici il y a 150 millions d'années. La rivière entaille plus de 200 mètres de roches calcaires, ce qui donne son aspect un peu abrupt, et ces méandres encaissés donnent un petit peu son charme à ce fleuve. Parfois, on voit les bancs de sable qui se déplacent avec les courants dans l'eau, avec cette couleur un peu claire. C'est joli, hein.
L'Hérault est un fleuve tumultueux, soumis à des crues violentes. Lors de gros orages, les eaux peuvent monter subitement et provoquer des inondations. Mais à part l'Hérault, il y a un peu de petits cours d'eau en surface. L'eau a tendance à pénétrer dans les 200 mètres du calcaire et former des réseaux souterrains. Ils peuvent se rejoindre, ils peuvent aller assez loin et reviennent dans les eaux de l'Hérault. Depuis sa source, au mont Aigoual en Lozère, le fleuve se nourrit de ces eaux venues du plateau. Alors ça, c'est le village de Saint-Guillaume-le-Désert qui s'est installé au Moyen-Âge dans une reculée qui est due à l'érosion d'un petit affluent de l'Hérault qui a creusé la roche. Et le village lui-même est construit sur des concrétions déposées par la rivière qui peuvent contenir beaucoup d'éléments végétaux comme des feuilles, des branches. Et cela donne une pierre facile à tailler et très légère qui est très utilisée dans la région et notamment à Saint-Guillaume-le-Désert par exemple pour construire l'abbaye. À l'abri des crues de la rivière, le village s'est développé autour de l'abbaye de Gélone. Construite à partir du XIe siècle, c'est l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman languedocien. Son cloître a été démantelé à la Révolution. Aujourd'hui, une partie de ses sculptures est exposée à New York. Saint-Guilhem est encore une étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Nous quittons les gorges pour redescendre dans la plaine de Montpellier. Vers les lagunes, à la découverte d'un autre fleuron de l'art médiéval. En suivant le canal du Rhône à Sète, apparaît un site au destin étonnant. La presqu'île de Maguelone. C'est la perle des étangs. Elle abrite un monument insolite, une cathédrale isolée au milieu des lagunes. Édifiée au XIe siècle, Saint-Pierre et Saint-Paul étaient un pôle majeur de la chrétienté dans la région. Elle doit son architecture très imposante à son histoire exceptionnelle. De par sa position stratégique, elle a été conçue pour être une forteresse. Aujourd'hui, une association veille sur ce patrimoine, les Compagnons de Maguelone, que préside Michel Bailly. Nous voilà arrivés sur le toit de la cathédrale. Ce toit est fait en pierre, comme vous le voyez, avec une pente très douce permettant l'accès en cas de besoin. Et d'ici, on découvre un magnifique panorama qui va des Cévennes à l'Espagne, de l'Espagne à l'Italie. Et au premier plan, nous voyons tous les étangs qui entourent la cathédrale. La cathédrale a été construite pour que, du sommet du toit, on puisse voir toute catégorie d'assiégeants, les Sarrasins ou autres, qui seraient venus et qui auraient essayé de prendre cette cathédrale. Aujourd'hui, une seule tour subsiste à l'avant de la cathédrale. Au Moyen-Âge, elles étaient deux et servaient à protéger l'entrée de l'édifice avec son portail richement décoré.
Nous avons le tympan, Christ en majesté, avec les 4 évangiles, et le Christ qui tient à la main le livre des Écritures. De part et d'autre de la cathédrale, Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre de ce côté-là, avec les clés, bien entendu, ainsi que les évangiles. Et vous le voyez, en face de l'autre côté, nous avons Saint-Paul qui tient un glaive à la main, les épîtres dans l'autre main, et on peut là encore admirer le pli de la tunique de Saint-Paul. Les clés de Saint-Pierre, symbole de la papauté, sont un témoignage du destin particulier de la cathédrale. Au XIe siècle, le pape Urbain II fait un séjour à Maguelone. Séduit par la spiritualité de l'endroit, il décrète le lieu deuxième église après Saint-Pierre de Rome, ce qui donne un prestige considérable à l'édifice. Son statut de forteresse en fait un refuge au XIIe siècle pour les papes qui fuient Rome. La cathédrale est alors à l'apogée de sa gloire, avant de tomber dans l'oubli à la fin du Moyen Âge. Longtemps abandonné, cet écrin de verdure qui domine les lagunes retrouve aujourd'hui une seconde vie, grâce aux compagnons de Maguelone. Régulièrement, Cyril Morel, le régisseur, sillonne l'étang du Prévost. Il se rend sur ce qui fait l'une des richesses de l'île, les parcs à huîtres. C'est un étang qui est privé, qui fait partie en fait de la propriété des Compagnons de Maguelone, donc de l'île, donc de la cathédrale. Il représente à peu près 400 et quelques hectares et qui est complètement exploité par les Compagnons de Maguelone. L'association des Compagnons de Maguelone accueille des adultes handicapés qui sont chargés d'entretenir ce patrimoine unique. Toute l'année, ils perpétuent les activités traditionnelles de l'île, la culture de la vigne et l'exploitation de l'étang. Ça va la grosseur? Ça va. Ouais, ça va. Ouais. Et nous bon le pouce. Allez, fais voir, sans en une là. Ouais, très bien là, ouais. Bon, voilà, c'est bon là, tu peux la remettre à l'eau. Et ça va être récolté quand? Ah, c'est septembre-octobre là, hein, ça y est, on va s'y mettre, on va détroquer et on va le faire là. On reçoit les petites huîtres hein, en taille T15, T20. On les place dans des poches là comme ça, c'est ces paniers qu'on appelle paniers australiens. Et on les fait grossir à l'horizontale. L'élevage se fait selon la méthode du Languedoc. Les huîtres sont immergées en permanence sur des cordes ou dans des paniers accrochés sur de vastes tables. On va y aller hein? Changement de pilote, on va aller au port. Cela leur permet d'atteindre leur maturité. Allez. Le but quand même de l'établissement, c'est de leur apprendre un métier et puis pourquoi pas après d'exercer à l'extérieur. C'est quand même le but principal. D'accord ? Mais c'est surtout en fait qu'ils soient réinsérés dans une activité de travail de manière à ce qu'ils soient comme tout le monde et qu'ils aient un métier dans les mains. Et là, celui-ci est un métier assez difficile d'ailleurs, parce que bon, là, on est dans une bonne période. Mais l'hiver, c'est pas la même. L'étang est souvent très agité et il fait très froid. Et ils sortent par tous les temps. Enlevez vos gilets. C'est ça, on est en train de faire. Voilà. Les compagnons produisent 20 tonnes d'huîtres par an. Ouais. On les voit là. Je lève le morceau. J'enlève les morts. Elles sont vendues dans toute la région de Montpellier. Sur l'île, la tournée de Cyril Morel continue au cœur de l'exploitation viticole la plus singulière de la région. On a quand même ce privilège, c'est vraiment c'est magnifique. On voit toutes les chaînes de montagnes, de ce côté-là on a les montagnes de la Madeleine. C'est incroyable d'avoir ce site en fait et d'y travailler surtout. C'est le début des vendanges, les blancs sont déjà faits puisque ici on est un peu en précoce au bord des étangs. Et là on attaque le rouge. Ça va les gars? Vous ramassez quoi comme cépage là? Le rouge. Ah oui ça je me doute bien que c'est du rouge. Mais c'est quoi? Du merlot?
plus ça va, plus en fait on a du vin de qualité. Notre maître chai en fait commence à faire des séparations de cépages, on ne fait plus du tout venant depuis maintenant pas mal d'années. Les compagnons ont replanté de nombreux cépages, comme le Mourvèdre, typique du Languedoc. Ils améliorent sans cesse ces vignes depuis que l'île leur a été confiée par le diocèse. De faire vivre l'île, c'est très important. Il y a toujours eu des activités dessus, donc là c'est une continuité. C'est très agréable et puis c'est vrai que on travaille dans un état d'esprit posé, tranquille. Donc on est tous heureux de travailler ici. Grâce à cette association, Maguelone renoue avec sa longue tradition d'hospitalité. Nous suivons la côte en direction d'Agde. L'embouchure de l'Hérault marque l'entrée dans la ville. Cet ancien comptoir grec fut longtemps l'un des ports les plus importants du Languedoc. Agde est surnommée la perle noire de la Méditerranée, avec ses nombreux monuments construits en pierre basaltique. Comme la cathédrale Saint-Étienne, érigée au XIIe siècle. En face, un chef-d'œuvre de l'Art nouveau, le seul de la région. Abandonné pendant des années, il est en passe d'être sauvé grâce à la ville, qui l'a racheté il y a 20 ans. Il est actuellement en cours de restauration. Des travaux supervisés par Laurent Félix. Le fameux Château Laurent, avec son escalier monumental, cette grande colonnade qu'on appelle le péristyle, et ces grandes décorations polychromes en façade. Ces colonnades viennent comme ça impressionner le spectateur qui arrive dans le parc du Château Laurent. Imposant par les colonnes, mais aussi imposant par la porte qui donne accès à l'intérieur du vestibule du Château Laurent, monumental. Voici à quoi ressemblait le salon du propriétaire. Emmanuel Laurent faisait partie de la grande bourgeoisie d'Agde. À 23 ans, il hérite de l'immense fortune de son oncle. Il décide de construire un château en face du centre-ville. Son palais est achevé en 1901. Féru d'art, le jeune homme fait appel aux meilleurs artistes de l'époque pour décorer et meubler sa demeure. Il souhaite en faire un écrin pour sa compagne, la jeune cantatrice Louise Blot. Il fait planter un parc somptueux et passe son temps à recevoir. Depuis sa mort, en 1959, le château n'a plus jamais été habité. La grande salle de réception était éclairée par une immense verrière. C'était un puits de lumière qui est au niveau de la terrasse supérieure et qui donnait l'ensemble de la lumière au premier étage et au rez-de-chaussée et qui mettait en valeur l'ensemble des décors polychromes des murs. L'intérêt de ce château, c'est qu'il n'a subi aucune modification. Alors effectivement, les décors ont pris l'eau, il y a eu un assèchement dû à la mise hors d'eau et à la mise hors d'air, mais l'ensemble du décor est encore en place et ça, c'est assez exceptionnel. Laurent Félix s'occupe de la restauration du château depuis presque 10 ans. Il se souvient de la première fois où il a pénétré dans ces pièces abandonnées. J'ai ressenti un basculement dans le temps, un basculement, je n'étais plus ici, je n'étais plus à Agde en fait, j'étais ailleurs. Donc c'était un voyage assez extraordinaire dans les arts décoratifs et donc ces décors sont des témoignages exceptionnels de cette période-là. À l'écart des salles d'apparat se trouve l'une des pièces les plus précieuses du château. Les appartements privés d'Emmanuel Laurent abritent un trésor de l'Art nouveau. La salle de bain du propriétaire et sa céramique exceptionnelle.
C'est de la céramique de Sarreguemines. Et donc c'est un décor unique, c'est-à-dire qu'elle a été fabriquée certainement, on pense, en 1 ou 2 exemplaires. Le second n'est pas connu, c'est le seul en place encore aujourd'hui in situ. L'ensemble des gens qui travaillaient sur ce type de décor pensaient qu'elle était détruite et en fait, elle est toujours en place depuis plus d'1 siècle. Dans l'ensemble du décor, c'est une pièce qui est pour moi qui est le chef-d'œuvre du château. Étonnamment, le château est construit juste à côté de la voie ferrée, selon le vœu d'Emmanuel Laurent. À l'époque, le chemin de fer représente le progrès. Être à proximité, cela montre que l'on est moderne et que l'on a les moyens de voyager. Pour la structure extérieure de son palais, le propriétaire a aussi utilisé les techniques les plus en pointe de l'époque. Là, on est sur la terrasse supérieure et c'est du béton armé. Donc, c'est un des premiers usages de béton armé dans l'architecture privée. Et cette terrasse supérieure est coiffée par cette grande verrière qui est de forme assez extraordinaire puisqu'elle est en forme de mastaba égyptien. Derrière ces immenses vitraux se trouve la pièce maîtresse. Surmontée d'un dôme imposant, elle est entièrement restaurée. Donc on est dans le salon de musique, auditorium, salon de musique, qui s'élève à une 20aine de mètres de hauteur, avec des décors assez exceptionnels, des boiseries, des vitraux, des peintures murales. Il y a une réverbération des sons qui est assez extraordinaire et qui permet d'avoir l'ambiance phonique que Emmanuel Laurent avait certainement conçue de manière très cohérente et certainement aussi pour sa compagne Louise Blot, cantatrice. Moi, j'aime beaucoup ces femmes cobras, que je trouve particulièrement réussies, avec ces grands drapés verts soulignés de rouge, avec ces fleurs de lotus qui sont au-dessus de leurs mains. Bref, là, je crois qu'on est dans un répertoire figuratif typique de la période, totalement hybride, qui mêle toutes les influences du symbolisme à l'orientalisme, etc. Bref, une expression plastique typique de la période de 1900. Aujourd'hui, ce salon de musique est ouvert au public. À la fin des travaux, c'est tout le château qui pourra être visité. Le littoral languedocien est une longue succession d'immenses plages de sable. Dans les années 60, l'État entreprend de grands travaux pour développer le tourisme. Il crée de nombreuses stations balnéaires. À quelques kilomètres de Béziers, voici Valras-Plage. Au sud de Narbonne, Gruissant. Le village s'enroule autour de la tour Barberousse, vestige de l'ancien château du Xe siècle. Depuis la construction de son port de plaisance, c'est la plus importante des stations balnéaires de l'Aude. À l'écart du bourg, un ensemble de cabanes abritées derrière une digue fait aussi la réputation de la ville. Ce village de chalets a connu son heure de gloire dans les années 80, grâce au cinéma.
Le film 37 le matin de Jean-Jacques Benex a été tourné ici. En 1986, c'est un immense succès. L'histoire d'amour entre Zorg et Betty marque toute une génération. Les chalets de Gruissant, où vivent les deux héros, entrent dans la légende. Sur la droite, juste à l'angle, là, il y a le fameux chalet qui est représentatif de Gruissant. Le petit chalet que tout le monde prend pour celui de 37-2, mais en fait, non. Fabienne Jorissen vit au village des Chalets depuis une quinzaine d'années. Elle fait partie d'un groupe de riverains qui défend l'âme de cet endroit. Ce qui me plaît, c'est qu'on vit à l'extérieur. Il n'y a pas de séparation, de jardin, il n'y a pas de clôture. On est dehors, quoi. En fait, l'essentiel de ce qui est attractif ici, c'est qu'on vit dehors. C'est pour ça que j'ai fait le choix de venir ici, parce que c'est vraiment un bel endroit. Il y a une qualité de vie ici qui est assez exceptionnelle, parce qu'on a la mer à côté de nous, à n'importe quel moment de l'année, jusque tard, vraiment tard, on a les pieds dans l'eau. C'est précieux, ça. Celui-là, c'est un pur jus authentique. Je ne sais pas de quelle année il date, mais il a beaucoup de succès. Il est sur pilotis parce que, initialement, quand il n'y avait pas la digue, on est quand même sur la plage. Et donc, forcément, il y avait des inondations, la mer montait. Et au départ, il faut aussi savoir qu'avant qu'il y ait la digue et les routes, etc., anciennement, le sable montait jusqu'aux terrasses. Quand on parle avec les gens qui ont une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, les gamins ont le souvenir de se jeter de la terrasse dans les dunes. Le village des Chalets date de la fin du 19e siècle. À l'époque, les familles de la région prennent l'habitude de séjourner sur la plage de Gruissant avant les vendanges. Les bains de mer deviennent à la mode, il est de bon ton de respirer l'air marin. Ils construisent des cabanes sur pilotis pour se protéger des tempêtes. La plage de Gruissant devient un lieu de villégiature populaire. Dans les années 50, le village s'agrandit. Les chalets sont désormais construits en rangées bien ordonnées. On installe l'eau et l'électricité, on construit des hôtels et des restaurants. Aujourd'hui, le village compte près de 1300 chalets. Il y a énormément de gens qui ont des chalets de famille depuis des générations. Chalets qui appartenaient aux grands-parents. Les parents ont grandi avec les dunes au pied des chalets. Et puis, qui viennent passer toute la saison. C'est quand même très familial, quoi, comme endroit. On n'est pas à Saint-Trope ici. Moi, j'aime bien me balader comme ça. Je regarde, je bulle, le nez en l'air. Non, moi, j'adore. Fabienne a acheté ce chalet il y a 4 ans et l'a complètement transformé. Initialement, les chalets, c'est plutôt des toutes petites pièces. Mais effectivement, comme j'ai vécu pendant 9 ans dans un chalet avec des toutes petites pièces, j'ai eu vraiment envie de faire quelque chose de dégagé, le plus dégagé possible. Voilà. Donc, j'ai privilégié l'espace à vivre pour y vivre à l'année. Donc, ce qui explique que je n'ai pas eu besoin de faire 50 pièces, quoi. J'ai voulu faire simple. Je voulais la charpente apparente. Et je voulais quelque chose de très lumineux et qui en même temps me chauffe l'hiver. C'est-à-dire que j'ai privilégié les ouvertures côté sud de manière à ce que je puisse consommer le minimum de l'énergie. Voilà. Puis j'ai voulu avoir mon bureau face à la mer. Et donc je me suis fait un petit coin là qui me va bien. Donc quand je travaille, je suis face à la mer. Et ça me va bien. Voilà. On peut dire que c'est effectivement l'esprit des chalets,
J'ai un décor quand je me lève le matin qui est complètement génial. Cette notion d'avoir le sentiment d'être en dehors du temps, c'est un endroit qui permet de vivre ça. On a la ville à proximité. Et quand on arrive ici, on est vraiment dans une bulle, quoi, notre bulle. Ce qui est quand même assez rare. C'est un grand privilège, quoi, pour moi. Notre dernière étape nous conduit au nord de Narbonne, vers les sommets les plus hauts de la région, les monts du Caroux et de l'Espinouse, dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. À la frontière entre le Midi languedocien et le Midi toulousain, ces reliefs offrent une multitude de paysages sur un territoire très restreint. À plus de 1000 mètres d'altitude, les monts de l'Espinouse marquent la ligne de partage des eaux. D'un côté, la Méditerranée, de l'autre, l'Atlantique. À l'est, les montagnes sont couvertes de chênes verts et de châtaigniers. À l'ouest, de vastes landes semées de genêts et de bruyères. Depuis 1973, une réserve protège la faune qui vit au cœur de ces espaces naturels. Les équipes de l'Office national de la chasse veillent particulièrement sur la plus grande population de mouflons en France. Christian Ity est chargé du suivi de ces animaux. Ce matin, il débute sa tournée d'inspection. Là, un petit groupe de 2 mâles, probablement de plus de 7 ans, hein. Donc avec des cornes très bien développées, le poil d'été. Et un 3e animal un peu plus haut sur la pointe rocheuse, un peu plus haut. Il nous regarde. Là c'est vraiment des très beaux animaux, hein. Surtout des adultes comme ça. Finalement, l'été, on les voit pas si souvent que ça, donc ils sont plutôt souvent à l'abri dans les rochers, sous les arbres, donc c'est toujours un plaisir de les voir, surtout sur ces positions-là, quoi. Plutôt qu'une observation furtive au détour d'un chemin où on n'a pas le temps de bien profiter de l'animal, là on a vraiment le temps de bien les observer. Chaque année au printemps, Christian et son équipe effectuent un recensement des mouflons de la réserve. Ils ont placé des cages à des endroits stratégiques pour les capturer. Elles sont sur les hauteurs, là où les animaux viennent se nourrir. Il leur faut toute une journée pour en faire le tour. Effectivement, ça fait un tour de quasiment 70 km pour rejoindre la première et la dernière trappe tous les jours. Les trappes de capture sont situées sur des points hauts, donc ça nous offre des panoramas absolument exceptionnels. Pour rien au monde, je me lasserai de ce paysage. Sur la route, Christian s'arrête régulièrement pour tenter d'observer les animaux en liberté. Il y a des mouflons dans les rochers juste dessous nous, là. À l'origine, le mouflon vit en Corse. Une femelle et un agneau. Il a été introduit ici dans les années 60, car dans son île, la population baissait dangereusement. La réserve était un lieu idéal pour l'accueillir. Là, on est vraiment dans du milieu qui lui convient tout à fait, avec des zones de végétation méditerranéenne très rocheuses,
qui deviennent très sèches l'été. Voilà, donc on est typiquement dans l'habitat du mouflon. C'est pour ça qu'il a été introduit ici, puisque les paysages qu'on a par moment rappellent beaucoup en fait ce qu'on peut avoir en Corse. La tournée continue. Christian monte sur les crêtes de la serre d'Arrêt. Il sait que cette lande est très fréquentée par les mouflons. C'est pourquoi il y a placé plusieurs cages. Mouflon dedans, dans la cage. Donc là, ils vont y aller vite, attention. Ses équipiers se précipitent, car à leur vue, l'animal s'est affolé. C'est une petite femelle, âgée de quelques mois à peine. La chose primordiale, en fait, quand l'animal est dans la cage, c'est d'arriver le plus vite possible dessus, parce qu'il stresse surtout quand il voit les personnes arriver. Le temps qu'il n'y a personne, qu'il est dans la cage, ses mouvements sont libres, donc il est tranquille. Et quand on arrive, c'est là qu'il a un coup de panique. Donc on procède tout de suite en fait, à la pose d'un masque qui lui cache les yeux. Donc du coup, il est dans le noir et là, à ce moment-là, il est très calme. Et là, on peut faire les manipulations tranquillement. Ce recensement a lieu au printemps pour capturer en priorité les petits nés dans l'année. L'Office national de la chasse recueille ces données depuis près de 40 ans pour étudier l'évolution de la population dans la réserve. Numéro 2105 à l'oreille gauche. La fréquence, c'est 146-240. La manipulation se termine par la pose d'un collier émetteur. On va revoir les animaux qui sont marqués. Donc, si elle survit dans 2-3 ans, c'est une femelle qui va probablement mettre bas et on va suivre tout son historique de reproduction jusqu'à sa mort grâce à la réidentification visuelle qu'elle va avoir autour du cou. Grâce à ce recensement, on sait que près de 700 mouflons vivent dans la réserve. Il y en aurait environ 3000 dans tout le massif. C'est des moments intenses parce que, évidemment, on cherche à capturer les animaux. Donc, quand on arrive à en capturer, quelque part, c'est une réussite parce que on est arrivé à se mettre un peu dans la peau du mouflon, à penser à essayer de réfléchir comment il vit, où il va passer, comment il fait pour s'alimenter. Donc, c'est une réflexion. Hein. La journée n'est pas finie pour l'équipe. Il leur reste encore une vingtaine de cages à vérifier. On va vérifier le fonctionnement de la trappe. C'est la pierre à sel qui les attire, notamment les femelles et les jeunes parce qu'ils ont besoin d'éléments minéraux, les femelles pendant la période de lactation. Donc, quand les animaux avancent, en fait, ils tapent dans la ficelle, là, qui va déclencher la fermeture de la porte. Le dispositif ne fonctionne que 3 mois dans l'année, le temps de faire le recensement. L'objectif, c'est de capturer au moins 150 mouflons chaque printemps. Et il n'y a rien. Et ça, c'est quand elle est rentrée, mais là, il y a des traces au sol qui indiquent que des animaux sont rentrés. Dans la réserve, plus de 170 espèces animales et 250 espèces d'oiseaux vivent au cœur de ces paysages préservés. On a un vautour. Un vautour fauve. On a du vautour, de l'aigle royal. Au niveau des rapaces, on est vraiment sur un site exceptionnel. On peut voir une grande diversité d'espèces et ça fait partie effectivement des plaisirs et de l'intérêt du lieu. Dans la forêt, la dernière cage offre une belle surprise à l'équipe. Attention, ça bouge. Mouflon dedans, un gros mâle. Attention, Hugo arrive.
voyez pourquoi on peut pas attendre pour sauter dessus, tu vois, les coups de corne qu'ils mettent. Allez. Quelqu'un de chapeau au bout, quoi. Ouais. C'est bien parce que son masque, il se bat encore. Ouais, ouais, c'est bon. Je l'ai. Seuls les mâles arborent ces grandes cornes recourbées. Elles peuvent peser jusqu'à 10 kilos. Voilà, comme ça, t'es mieux, non? Oh, un beau mâle. Il est beau. Vraiment beau. Alors, mesure de corne. « 47 pour l'écartement. Il a toutes les dents définitives. On va essayer de voir l'âge exact. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il est 5 ans. C'est l'emblème du massif du Caroxespinous depuis les années 60. Le massif est reconnu pour ça et il y a beaucoup de gens qui viennent visiter le massif pour sa population de mouflons. Vas-y, je le tiens. Non, non, non. Donc il faut bien enlever le masque. Attention, s'il va partir probablement par là et... Voilà. Hop. Hop. C'est parti.